Alors c'est un sujet qui est en cours de défrichement. Donc, vous voyez sur cette plaque un petit peu les événements qui peuvent survenir après l'intervention du remplaçant valvulaire aortique percutané, donc dans une population plutôt fragile de gens âgés. Et vous voyez que ça soit dans les premières semaines de suivi ou un an, ce sont les complications hémorragiques qui sont les plus fréquentes. Et derrière, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Et donc, il faut bien tenir compte de ces deux événements pour essayer de trouver le meilleur cocktail pour éviter ces complications. Alors, ce que l'on savait, c'est que chez des gens qui n'ont pas besoin d'anticoagulants, et ça représente les 2/3 de ces populations, il vaut mieux utiliser un antiagrégant seul plutôt qu'une association de 2 antiagrégants, parce qu'il n'y a pas de différence sur les événements ischémiques. Et évidemment, il y a moins de complications hémorragiques avec un simple traitement antiagrégant par rapport à une bithérapie. Et on s'était inspiré plutôt des études que l'on avait sur les stents, et on voit que dans la population plus fragile avec le stent aortique, la recette n'est pas la même. Alors pour ce qui est de l'indication du traitement anticoagulant, une seule étude randomisée à ce jour a été publiée par nos collègues néerlandais et qui montre que c'est pas la peine d'ajouter un antiagrégant à un anticoagulant, ça fait plus saigner et il n'y a pas de gain supplémentaire, notamment sur les événements ischémiques. Donc voilà où on en était jusqu'à ce que l'on parle de l'étude Atlantis, dont vous voyez ici le dessin. Donc on l'a imaginé cette étude en 2012 et on s'est basé sur le bénéfice clinique de l'apixaban dans la population de la fibrillation atriale versus les antivitamines K, mais aussi versus les antiagrégants. Et on s'est dit qu'on allait faire une étude de la vraie vie en stratifiant les patients en fonction du besoin ou non d'un traitement anticoagulant, comme on fait dans la vraie vie, et en randomisant en ouvert soit l'utilisation de l'apixaban versus les antivitamines K quand il y a une indication pour l'anticoagulant, et versus l'antiplaquettaire quand il n'y a pas d'indication pour le traitement anticoagulant. Alors c'est une étude en ouvert, et on regarde à un an le bénéfice clinique net défini sur la présence de tous les événements ischémiques ou thrombotiques possibles et les complications hémorragiques. Alors on a inclus pour la première fois dans ce critère de bénéfice clinique net ce qu'on appelle les thromboses de bioprothèse. Alors ces thromboses de bioprothèse, on les recherche à l'échographie, mais aussi au scanner. Et donc tous les patients ont eu un scanner multiphase durant le suivi de l'étude, et ça a été un vrai défi de pouvoir avoir tous ces défis, tous ces scanners. Donc c'est une étude de supériorité, et l'hypothèse testée, c'est que l'apixaban fait mieux que le traitement standard, avec évidemment un test d'interaction, c'est-à-dire qu'on regardait comme deuxième objectif, est-ce qu'il y a une différence en fonction du besoin ou non du traitement anticoagulant. Alors, les caractéristiques de la population, c'est des patients un peu fragiles, en moyenne d'âge 80 ans, qui avaient le plus souvent un remplacement valvulaire aortique percutané par voie fémorale. Et vous voyez que dans un tiers des cas, ils avaient une indication pour l'anticoagulation au long cours en raison d'une fibrillation atriale. Alors lorsqu'on regarde les traitements avant, la majorité de ces patients étaient dans le groupe standard sous monothérapie antiagrégante plaquettaire, à peu près 60%. Il y avait à peu près une quinzaine de pourcents sous antivitamine K et environ une dizaine de pourcents sous les anticoagulants oraux directs. Et ensuite, une fois qu'ils ont été randomisés, vous voyez que dans le groupe apixaban, il y en avait 60% qui avaient la dose forte, et dans le groupe traitement standard, vous aviez à peu près une vaste majorité qui avait une bithérapie antiagrégante, une petite, environ 30% des gens qui avaient des AVK ou des AVK en plus d'un traitement antiagrégant. Donc voilà les caractéristiques de cette population. Alors lorsqu'on regarde le résultat après un an, vous voyez qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à démontrer la supériorité de l'apixaban par rapport au traitement dit de référence, avec, comme vous le voyez, plus d'événements sous traitement standard que sous apixaban, mais pas de différence en termes de supériorité, et vous voyez également pas d'interaction en fonction du besoin ou non de l'anticoagulant. Alors, dans l'étude statistique et le calcul d'effectifs, on avait prévu 15% d'événements, et vous voyez qu'on en a largement plus que ce qu'on avait prévu.
Donc il n'y a pas de manque de puissance, c'est simplement qu'on n'a pas réussi à démontrer cette supériorité. Alors lorsqu'on regarde eh bien les saignements, et ça c'est une nouvelle importante, vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur le critère principal qui évalue les saignements, c'est-à-dire l'association des événements hémorragiques majeurs ou qui mettent en jeu le pronostic vital. Et ça fait vraiment jeu égal entre l'apixaban et le traitement standard. Et ça c'est une information importante. C'est pas ce qui a été toujours retrouvé, notamment avec les autres anticoagulants en gros. Alors maintenant, quand on regarde eh bien les résultats par strate, parce que c'est ce qui évidemment intéressait les gens, et c'est ce qu'on a présenté à l'ACC, dans le tiers de la population randomisée qui avait besoin d'un anticoagulant, c'est-à-dire, vous voyez, à peu près 450 patients, on a exactement le même taux d'événement sur le critère primaire de jugement entre eh bien, les AVK et l'apixaban, c'est-à-dire ça fait jeu égal, aucune différence. Et quand vous regardez eh bien, les critères qui évaluaient de façon secondaire les événements ischémiques qui sont listés ici, on ne voit pas de différence. On ne voit pas de différence sur également les complications hémorragiques. Et vous voyez qu'on voit une grosse, on ne voit pas de différence non plus sur les thromboses de valve. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser l'apixaban comme traitement anticoagulant dans les suites immédiates d'un remplacement valvulaire aortique percutané. Et je pense que ça peut être matière à faire changer les recommandations, puisque dans les recommandations, on ne recommande pas l'utilisation de ces médicaments de façon précoce après le remplacement valvulaire aortique. On se donne un délai de 3 mois. Alors, dans la strate des patients qui n'ont pas besoin d'anticoagulants et qui représentaient la majorité des patients, c'est-à-dire les 2/3, alors vous voyez que sur le critère primaire de jugement, on voit moins d'événements dans le groupe apixaban que dans le groupe standard. On voit que sur les événements ischémiques, il y a plus d'événements ischémiques dans le groupe apixaban que dans le groupe standard, et ce n'est pas lié à une différence sur les AVC, les infarctus, les embolies systémiques, mais c'est essentiellement lié à une différence de la mortalité non cardiovasculaire, qui est principalement liée à des sepsis ou eh bien, des défaillances d'organes fatales, comme l'insuffisance rénale ou la défaillance d'organes multiples chez des patients qui sont âgés et fragiles. Alors peut-être qu'il y a un effet chance, mais en tout cas, c'est ce qui a été retrouvé. Quand on regarde les complications hémorragiques, encore une fois, de façon intéressante, aucune différence entre l'apixaban et le traitement antiagrégant plaquettaire. C'est-à-dire que c'est le même taux d'hémorragie majeure, c'est le même taux d'hémorragie mineure, ou lorsqu'on considère tous les saignements quels qu'ils soient, il n'y a pas de différence. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence sur eh bien, les thromboses de bioprothèse qu'on évaluait par scanner et échographie, avec une différence de 80%. Alors c'est des analyses exploratoires qui sont faites eh bien, en post-hoc, donc on ne donne pas de valeur de petit p puisqu'on n'a pas réussi à démontrer l'hypothèse de l'étude, c'est-à-dire la supériorité, mais c'est ce qu'on retrouve dans les strates de façon différenciée. Alors comme je vous l'ai dit, on a regardé les thromboses de valve, donc on a fait des scanners. Alors malheureusement, tous les patients n'ont pas pu avoir de scanner pour des raisons logistiques, des raisons de contre-indication liées à la fonction rénale, mais on a réussi à collecter quand même pas loin de 900 scanners sur les 1500 patients randomisés, et pas loin de 800 ont été analysables en scanner multiphase, et ça nous a permis de voir ce qui se passait de façon très précise sur, premièrement, la présence de thrombus, et deuxièmement, eh bien, la mobilité des valves, est-ce qu'elle était réduite en fonction du traitement utilisé. Alors, lorsqu'on regarde eh bien, sur le critère primaire de jugement de cette étude préspécifiée, qui s'appelait Atlantis 4D, et donc on regardait la réduction de mobilité de la valve et l'augmentation, l'épaississement de la valve lié à une présence de thrombus, on voit qu'il y a une grosse différence, un 13% versus 9%, et vous voyez qu'il y a une interaction en fonction eh bien, de la strate utilisée, et que cette différence se voit surtout eh bien, chez les patients qui n'avaient pas besoin d'anticoagulation. Donc un gros bénéfice en fait, de l'apixaban par rapport au traitement antiagrégant plaquettaire, et pas de différence AVK-apixaban. Alors lorsqu'on regarde d'autres définitions qui sont, disons, plus contraintes, comme par exemple simplement la réduction de mobilité, eh bien on voit encore une fois une grosse différence en faveur eh bien, du groupe apixaban. Donc c'est en fait c'est le principal résultat qui fait que le critère primaire de jugement de l'étude en fait est différent. Alors c'est un critère d'imagerie, c'est vrai que c'est pas un critère clinique classique,
mais ça a quand même un impact sur eh bien, les prescriptions du docteur, puisque quand on voit ce type de thrombose de valve, eh bien, en général, il y a un relais qui se fait vers l'anticoagulation chez ces patients. Alors vous voyez un petit peu ici en image ce qui se passe sur les thrombus qui sont détectés au scanner, sur la réduction de mobilité des valves ou l'épaississement des valves via un thrombus, sur la réduction de la mobilité des valves. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ces patients qui sont identifiés comme ayant eh bien, une thrombose de valve au scanner ou sur les gradients échographiques dans le suivi, eh bien, ils font davantage d'événements cliniques, même si la différence n'est pas significative, comme vous voyez sur ces courbes de Kaplan-Meier, mais c'est une tendance qu'on voit de façon systématique dans tous les registres, hein, et c'est ce qui motive un peu les changements de prescription. Alors vous voyez que les intervalles de confiance, évidemment, sont larges, mais c'est une différence assez consistante et qu'on retrouve dans la littérature, et c'est ce qu'on a retrouvé dans l'étude Atlantis. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que quand il n'y a pas d'indication au traitement anticoagulant, eh bien, c'est une monothérapie antiagrégante. On peut discuter éventuellement un traitement anticoagulant par apixaban, même si on ne l'a pas démontré, quand on a une forte prédisposition au risque de thrombose de valve, et on sait identifier ces patients. Ce sont les petits anneaux ou les valves in-valve. Mais c'est des choses qui restent évidemment à creuser. Lorsqu'il y a une indication à une anticoagulation, eh bien, on voit que apixaban montre, enfin le Atlantis montre que apixaban eh bien, peut être utilisé en lieu et place des AVK parce qu'il est bien toléré, parce qu'il est plus facile eh bien, à utiliser et parce qu'il n'y a pas de différence sur les événements ischémiques ou sur la mortalité par rapport aux AVK classiques. Et ça, c'est une nouveauté importante. Voilà donc Atlantis à l'ACC et qui va bientôt être publié. Alors il y a eu d'autres nouvelles importantes à l'ACC, je ne peux pas brosser tout, mais je m'intéresse à la tricuspide parce qu'en fait c'était la valve oubliée et maintenant c'est la valve qui est sous les feux des projecteurs de la recherche clinique. Alors il n'y a pas encore d'études randomisées, mais il y a des études très prometteuses de First-in-Man sur eh bien, différentes interventions qui peuvent être faites. Je vous rappelle la méta-analyse des données qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a aucune étude randomisée, donc ça vous montre tout d'abord le peu de nombre de patients qui ont été dans ces études, 700 patients en moyenne, 800, avec, vous voyez, une durée de suivi qui est faible, mais ce que montrent toutes ces études, et quelles que soient les interventions qui sont effectuées, qu'il s'agisse eh bien, de dispositifs médico-implantables qui assurent la coaptation des feuillets ou qui assurent eh bien, une réduction de la taille de l'anneau, on voit premièrement une réduction de la classine YHA, une diminution de façon importante de la fuite tricuspide et enfin une amélioration fonctionnelle sur le test de marche de 6 minutes. Alors, les études randomisées, les études récentes de l'ACC, c'est premièrement eh bien, l'étude Trisend avec la valve EVOQUE, donc c'est une valve en nitinol avec, vous voyez, une jupette en dacron, et puis des systèmes d'attache qui vont permettre à la valve eh bien, de s'attacher au niveau eh bien, des feuillets de la valve native et au niveau eh bien, de l'appareil sous-valvulaire et des cordages de la valve tricuspide. C'est un désilet de 28 French par voie fémorale avec un guide stiff qui est mis eh bien, au niveau de la pointe du VD. Et en moyenne, ça prend environ 60 minutes à mettre en place. Donc c'est une intervention qui est très bien tolérée. Et vous allez voir donc cette étude First-in-Man qui a été faite par nos collègues de la Columbia University à New York dans une quarantaine de centres, eh bien, a permis de traiter des patients qui avaient des fuites sévères, voire torrentielles, avec, vous voyez, une grande diversité de tailles d'anneaux, hein, qui vont de 40 jusqu'à 52, voire 56 mm, donc ce qui permet de traiter un éventail de patients important. Donc ce sont des patients évidemment très fragiles, hein, qui ont dépassé le stade de la chirurgie du remplacement de la valve tricuspide, compte tenu, vous voyez, de la mortalité qui est aux alentours de 20-25%, avec un STS score qui est important, des fuites sévères dans 92% des patients, et dans 91% des cas, évidemment, il y avait une fibrillation atriale, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans cette étude. Alors ce qu'on regarde globalement, c'est que le succès de l'implantation, c'est 98% des cas, donc c'était défini par l'implantation d'une valve en bonne position, avec le retrait de tout le matériel, une fois que le patient était sorti vivant du cath lab. Hein, et on voit que globalement, eh bien, la plupart de ces patients sont sortis avec un succès de procédure et l'absence de fuite résiduelle est ce qui était l'objet. Et vous voyez la réduction de la fuite tricuspide, de la sévérité de la fuite tricuspide
entre le moment de l'inclusion dans l'étude et le suivi à 30 jours, avec, vous voyez, pratiquement 66% des patients qui n'ont plus de fuite qui est détectable, ou des fuites qui sont vraiment minimes. Donc c'est un vrai succès sur ce plan-là. Alors quand on regarde les autres paramètres de qualité de vie, de fonctionnalité en termes d'amélioration du test de marche à 6 minutes et de la classe INYHA, vous voyez que c'est très en faveur de l'intervention. Alors il y a peu de gens qui auraient parié sur la mise en place d'une valve. C'est vrai que c'est du gros matériel, c'est des nids à thrombus, donc tous ces patients sont anticoagulés, mais ça devient, si vous voulez, ce qu'on appelle un challenger des techniques de coaptation qui utilisent des clips. Donc bravo pour cette étude, et l'étude randomisée qui va le comparer au traitement médical, avec un nombre plus important de patients, et en particulier avec comme critère de jugement un bénéfice clinique net avec la mortalité, va commencer. Je vous rapporte une dernière étude qui est l'étude CLASP, qui est avec un clip, le clip de chez Edwards, dans l'insuffisance mitrale torrentielle. Et ici, en fait, ce sont des dispositifs médicaux implantables qu'on utilise dans la valve mitrale, en fait, qui ont été utilisés dans la fuite tricuspide. Donc cette étude, c'est le suivi à 6 mois de ces patients qui avaient une fuite importante, et on voyait qu'on avait la possibilité d'utiliser le clip classique ou le clip un petit peu plus fin, avec la possibilité de faire un grasping différentiel des feuillets. Et puis surtout, dans ces clips, vous avez en fait un espace central qui est un petit peu plus large, qui évite de tirer sur les feuillets qui sont extrêmement fragiles et de les déchirer. Donc c'est, disons, un avantage technologique, et il a été développé un petit peu dans ce sens pour la valve tricuspide qui est très fine. Alors vous voyez que globalement, ce sont des patients évidemment à risque, mais vous voyez encore un taux de succès qui est très important, et en moyenne entre 1 et 2 clips utilisés avec une procédure, vous voyez, qui dure 2 heures. Donc c'est-à-dire que ça dure 2 fois plus longtemps que la mise en place d'une valve. Donc c'est plus compliqué, il faut bien voir. Il faut une ETO transgastrique, il faut un scanner pour le screening. Donc vous voyez que chaque type de dispositif médical implantable va avoir sa place, et tôt ou tard, évidemment, ils seront comparés. Alors lorsqu'on regarde ce qui se passe à 30 jours et à 6 mois, vous voyez que le taux de mortalité est extrêmement faible. Les événements classiques sont très peu importants, tout comme les saignements, et les réinterventions sont vraiment insignifiantes, un seul patient avec une réintervention, et donc c'est encore une fois un succès de cette technologie. Vous voyez ici les critères échographiques de suivi au moment de l'intervention à 30 jours et à 6 mois, et on voit que les résultats qui sont obtenus initialement à 30 jours sont maintenus à 6 mois sur la sévérité de la fuite résiduelle, sur les critères PISA de la fuite, et sur d'autres critères échographiques qu'on peut mesurer de façon, pour évaluer de façon indirecte la sévérité de la fuite. Donc vous voyez qu'on est maintenant dans les études randomisées versus le traitement médical classique, et l'idée également c'est d'aller chez des patients qui sont moins sévères, parce que souvent la fuite tricuspide répond très bien au traitement fonctionnel par diurétique. Donc on attend l'aggravation des patients et on se pose la question de corriger la fuite une fois qu'il y a la CIT, une fois que le VD est au tapis, et le patient en général il a atteint un point de non-retour pour la chirurgie, c'est-à-dire qu'il n'est plus éligible pour la chirurgie. Donc ils ont été éligibles pour ce genre de dispositifs médicaux implantables, mais également des cibles de la recherche clinique, c'est de soigner ces patients en amont, c'est-à-dire quand la sévérité de la fuite est moins importante, pour voir le gain sur le long terme. Et ces essais vont bientôt débuter, ou ont déjà débuté. Donc c'est pour vous montrer la vitesse de la recherche clinique dans ce domaine, et je pense qu'il y a 5 ans, personne n'aurait parié comme ça sur la tricuspide, en tout cas sur la valve, et sur le succès des dispositifs médicaux implantables qu'on utilise dans la valve mitrale. Voilà, donc des choses passionnantes, et je pense que dans 1 an ou 2 ans, vous verrez qu'on va les voir de plus en plus fréquemment, ces patients dans nos staffs. Voilà, je vous remercie. D'accord.
stock 3 mois après ta vie, c'est toujours 2 antiagrégants ou ça a changé? Alors, les recommandations vont être mises à jour. En tout cas, les recommandations européennes vont arriver à la fin du mois d'août 2021. Elles ont été coordonnées par Alec Valiant. Et les recommandations américaines ont déjà changé. La mise à jour date d'il y a quelques semaines. Et globalement, c'est la monothérapie en premier lieu, la bithérapie s'il y a une autre indication. Et pour les anticoagulants, c'est plutôt pas de anticoagulants oraux directs, mais plutôt des AVK. Donc il reste conservateur. Est-ce que tu crois que les thromboses précoces là, de ta vie font le lit de la dysfonction de ta vie? Est-ce que vous allez suivre ces malades-là un petit peu sur le long terme pour voir si ça détériore leur prothèse plus rapidement? Est-ce que vous aurez la possibilité de le faire? C'est un vrai débat. Donc les autorités d'enregistrement, et en particulier la FDA, demandent pour les études d'enregistrement qu'il y ait un suivi de ces patients. Dans les études partenaires, il y a des suivis jusqu'à 10 ans. Alors, il n'y a pas des suivis scalaires, mais en tout cas, il y a des suivis échographiques qui sont demandés pour voir l'évolution des gradients. Sur l'imagerie, les données des registres et puis les données des essais randomisés montrent la même chose, c'est-à-dire qu'on a un taux de thrombose quand il n'y a pas d'anticoagulant aux alentours de 10%. Il y a davantage d'événements ischémiques cérébraux, notamment des AVC, mais surtout ces AVC transitoires, qui sont corrigés par le traitement anticoagulant. Alors, est-ce que ça participe à la dysfonction de bioprothèse? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, dans Atlantis, on a prévu une extension du suivi de ces patients pour voir ce qu'ils deviennent. Autre question pour Jean-Philippe. Donc, en l'état actuel des choses, en post-avis, un seul antipéquetaire si on n'a pas d'indication à être anticoagulé. Et si on a une indication à être anticoagulé, c'est open bar, c'est Coumadine ou AVK, on va dire, ou apixaban au moins, puisqu'on a, on a des données avec l'apixaban, et on n'a pas la même chose avec le rivaroxaban. Exactement. Et on a des données, on va dire, dans la littérature qui laissent penser que les bioprothèses chirurgicales, c'est à peu près pareil. À peu près pareil, peut-être qu'avec un peu moins de thrombose, parce qu'il n'y a pas les valves natifs, il n'y a pas le néosinus, donc il y a moins de thrombose commissurale qui progresse vers les feuilles évaluées.